Filigrane. Bonsoir le Club Ado. Et bonsoir Ers et Dugommier. Je ne sais pas comment on vous appelle vraiment, c'est vos pseudos d'auteurs de BD ou vous avez des vrais prénoms et des vrais noms? Mais disons que Ers, c'est son vrai nom. Et son prénom c'est Benoît. Moi c'est un pseudonyme, donc on m'appelle Vincent ou alors Dugo. Voilà, ça dépend un petit peu. Dugo et Benoît. Enfin bref, on verra. Ok, ça va. Super. Merci beaucoup d'être là. Et, très bizarre qu'on m'appelle Ers. Ben oui, mais c'est vrai que sur les BD, je t'appelle Ers, c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être avec nous et d'accepter de rencontrer tous ces jeunes. En vrai, ils sont sympas, comme ça, ils font un peu peur parfois. Mais, et de venir présenter L-School. On leur a fait lire au moment où L-School est sorti. Et pour la plupart, vous avez vraiment adoré, vous étiez impatients de rencontrer les auteurs. Donc, peut-être que pour commencer, il y en a un ou l'autre d'entre vous qui a envie de raconter un peu la mort de l'histoire pour qu'on en sache un petit peu plus. Sans lire le 4e de couverture. Il y a quelqu'un qui s'intéresse? Allez, Sylvain. Et donc l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Ina, qui est, je ne sais plus de quelle origine, maori, et qui va se retrouver sur une île qui est en fait une école où il y a un rituel pour vraiment entrer à l'école. Elle décide de ne pas faire le rituel, ainsi que 2 autres jeunes, je ne sais plus leur prénom non plus. Bastien et Boris. Bastien et Boris. Et tout au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que Ina et Bastien sont 2 orphelins. Et Boris, il est sur cette école pour essayer, parce que son père veut qu'il soit plus méchant, plus violent. Voilà. Quelqu'un d'autre? Voilà, en tout cas, tu as dit un peu le gros histoire. Ils vont se retrouver sur cette île, dans cette école, qui est plutôt une école très privée, où il y a un petit peu que des gens qui font partie de la haute société et des hautes sphères, enfin des enfants. Et il y a 3-4 personnages, 3-4 élèves qui se retrouvent là et qui ne sont pas tellement à leur place. Donc on va comprendre ça au fur et à mesure de l'histoire. Mais quelle première question on pourrait vous poser, Sylvain, c'est la tienne par rapport à l'histoire, vas-y. D'où vous est venue l'idée d'une école comme ça sur une île et de faire venir des jeunes qui n'avaient rien à y faire en fait? Les idées d'habitude c'est l'autre. Moi je les dessine. Non, en fait, c'est vraiment venu tout d'un coup. On sortait des monts d'Alexia et vraiment on sort de chez l'éditeur, on va se garer 100 mètres plus loin pour dire tiens maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Et je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui est venu tout seul, je dirais après 10 minutes de conversation, même pas. Nous allons faire un récit dans une école. Maintenant, l'école a mis un petit peu de temps à se fabriquer. Au départ, nous sommes partis sur quelque chose de plus caricatural pour s'apercevoir en fin de compte qu'il n'y a pas besoin de caricaturer parce que ce genre d'école existe. En France, des grandes écoles privées comme ça, très huppées, très fermées, il y en a quand même quelques-unes. Bon, celle-là est un petit peu poussée à l'extrême, ou plutôt, je dirais, on pousse dans les derniers retranchements des règlements qui existent dans des écoles réelles. Et on en fait un peu une accumulation, alors que peut-être que la base est un peu plus atténuée. Mais ça part vraiment de l'école que nous voulions créer pour faire de l'histoire. En fait, on s'est aperçu que c'était une réalité qui existait. Maintenant, bon, il n'y a pas des assassinats dans toutes les écoles. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que on avait envie de parler de l'école aussi, parce que Benoît et moi, on a un rapport à l'école un peu particulier, on a eu un peu près le même parcours. Bon, ça ne marchait pas très bien à l'école, Benoît et moi, et donc bon, on a fait notre chemin un petit peu en débrouillant, sans vraiment être
en passant relativement peu par la case école. Et alors, l'autre truc aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une série sur une île. Et on s'est rendu compte que dans la série qu'on faisait avant, on avait fait 7 tomes de Démons d'Alexia, et sur les 7 tomes, il y avait 2 histoires qui s'étaient passées sur une île. Et donc, en dehors de l'école, l'histoire de l'île est quelque chose apparemment qui nous intéresse tous les deux, le fait qu'il y a une histoire qui se passe dans une sorte de huis clos. Donc il y a l'école, mais il y a le côté huis clos extrême où c'est une série qui se passe sur une île. Donc ça c'était aussi certainement un bout des souvenirs de lecture ou de films, des choses pareilles. Disons que pour nous l'école c'était le bagne. Et que les bagnes étaient souvent sur des îles. Et d'ailleurs, dans la toute première version du projet, l'île avait été un ancien bagne avant de devenir une école. Et ça intervenait sur le récit, puis nous avons abandonné ça parce que, à force de rajouter des idées, le récit devient complexe et à partir d'un certain moment, il faut faire un nettoyage de toutes les idées qui sont faussement bonnes pour revenir vers le récit premier, allégé et en faire quelque chose de structuré. Et donc cette notion de bagne a disparu de l'histoire même, mais quelque part elle en est l'élément fondateur. Oui. Il y avait aussi un reportage qu'on avait vu à France 2 à l'émission du jeudi soir, on ne me rappelle plus le titre, sur une école de ce type-là en Amérique, mais beaucoup plus militaire, où vraiment les enfants en uniforme, vraiment purement militaire, avec des rangers et tout ça. Les instructeurs, ils ont vraiment un chapeau, un képi, c'est vraiment l'armée pure. Ça, on ne voulait pas. Mais on s'était rendu compte que ce genre d'école existe. Et on l'a fait de façon plus européenne, moins militarisée, même si ce l'est quand même un petit peu. Donc ça faisait aussi partie de nos influences. Il y avait une autre chose aussi, c'était un fait divers que je ne vais pas forcément rappeler, et puis qui commence un peu à dater, mais c'était quelque chose qui s'était passé dans une troupe scout, où il y avait eu des événements tellement extrêmes qu'il y avait des enfants qui étaient morts, et les parents avaient pris la défense des responsables en disant « non, c'est comme ça, il fallait cet événement, il fallait les endurcir », et les parents étaient d'accord avec ça, alors que leurs enfants étaient quand même morts. Et on s'était dit « oui, il y a quand même des parents qui sont prêts à aller très loin pour endurcir leurs enfants et tout ça ». Et donc je rebondis un peu sur ce que tu disais. Boris, il est envoyé dans cette école, donc c'est un des personnages principaux, pas pour devenir violent, mais pour s'endurcir. En fait, les parents ne veulent pas qu'il devienne vraiment méchant. Enfin bon, il a un papa qui est plutôt un costaud et il veut que son fils s'endurcisse. Voilà. Peut-être que ça nous amène à la deuxième question, si quelqu'un veut la poser. Au-delà de l'ambiance très particulière du lieu, les thèmes inventés et l'histoire sont quand même assez violents. Que cherchez-vous à dénoncer de cette BD? Dénoncer. Voilà un bien grand mot. Non. Quand je disais que ces écoles existent, oui, je parle d'écoles UP, d'écoles élitistes. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait en France en tout cas, aux USA, clairement oui, mais en France d'écoles aussi dures. Donc ce n'est pas tant le système scolaire en lui-même que nous dénonçons, que je vais revenir de nouveau au bagne. Dans le bagne, c'est-à-dire quand on juxtapose des personnes dans un contexte très dur, très poussé à l'extrême, ces personnes finissent par avoir des interactions extrêmes entre elles. Ici, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on met des élèves, on les pousse, les cours sont vraiment très durs, la discipline est très dure, la promiscuité est quelque part très dure, et donc en fait le rapport entre les personnes va devenir très dur. Et c'est ça qui est, je ne dirais pas dénoncé, mais qui est écrit dans cette histoire. Nous voulions plus que dénoncer quelque chose, raconter les rapports entre les personnes, voir comment elles évoluaient les unes vis-à-vis des autres. Je dirais presque, Vincent va parler après moi, mais que le fil rouge de l'histoire, la partie policière est moins importante à nos yeux que ces rapports entre les personnages, leur évolution et la manière dont ils interagissent. Oui, je dirais que ce qui, moi en tant que scénariste, j'ai vraiment voulu raconter, en tout cas, et qui est vraiment l'histoire, c'est le fait qu'ils arrivent dans une école, mais qu'il y a un rituel d'initiation. D'ailleurs, le titre de l'album, c'est Rituel. Et pour être vraiment admis dans l'école, il faut obligatoirement faire ce rituel. Et certains ne veulent pas faire ce rituel, ils se rebellent contre.
Et donc ils ne veulent pas être inclus dans le groupe, ils s'excluent volontairement du groupe. Et je voulais raconter comment ça se passe quand on n'arrive pas à être inclus dans un groupe. Ici c'est forcé parce qu'il y a un rituel. Mais même dans vos écoles et tout ça, s'il n'y a pas de rituel, malgré tout, il y a un groupe. Et des fois, il faut faire des choses pour être admis par certains et d'autres. Il y a un petit peu des petites classes qui s'installent, hein, avec ceux qui sont populaires, ceux qui sont plutôt moins populaires et tout ça. Et donc, c'est une autre façon de raconter ça. Et on a poussé la logique jusqu'au bout. C'est que, pour finir, ils forment une sorte de club à eux trois, parce qu'il y a 3 rebelles. Et il y a une fille qui veut les rejoindre. Et ils l'excluent à leur tour, parce qu'ils n'en veulent pas. Et donc, en fait, ils reproduisent aussi ce qu'eux ont dû vivre. Et bon, c'est une façon de montrer un petit peu qu'en s'excluant, on forme soi-même un groupe, ils font même une sorte de rituel entre eux à la fin, et pour finir, pour exclure quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait logique par rapport à ce qu'eux pensaient de cette école-là. Et donc, bon, ça c'est un peu après au lecteur à penser ce qu'il a envie, mais c'était en tout cas de cette manière-là qu'on voulait dénoncer, si tu veux utiliser ce propos-là. Nous, c'est une fiction, on a envie de distraire aussi. Hein. En tout cas, c'était vraiment cette façon d'être inclus ou exclu et toutes ces choses-là qui nous intéressaient. Donc, quand sortira le tome 2 ? C'est une très bonne question. Quand je l'aurai fini. Il me reste 3 pages à faire. En fait, je suis très en retard. Mais la date d'apparition n'a pas été changée, donc grosso modo, c'est le sprint. Et le tome 2, la date, je ne saurais pas les sortir. En fait, moi, je dois rendre les planches hier. Avant-hier, pardon. Et voilà, en fait, je suis dans un tel sprint depuis tellement longtemps pour faire ces 2 albums avec des sorties rapprochées. Je crois qu'il doit y avoir plus ou moins 4 mois de différence entre les 2 sorties. Que j'en ai oublié la date exacte. Oui, en fait, ce qui est rigolo, c'est que comme nous, on est dans le stade de fabrication, j'irais pour utiliser un mot simple, on connaît nos délais, on oublie toujours la date de sortie. Et donc, je pense que c'est fin août ou début septembre, enfin, en tout cas, c'est grosso modo pour la rentrée. Et l'idée, c'est de sortir le tome 3. Là, c'est pas encore tout à fait déterminé, mais relativement tôt en 2014. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir scénariste et vous de devenir dessinateur? En fait, j'étais trop mauvais pour être scénariste, alors j'ai fait dessinateur. Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Quel cadeau empoisonné. Je te retiens, toi. Non, je crois que ça vient petit à petit. On aime dessiner, donc on dessine bien. Les copains sont émerveillés par les beaux dessins. Donc on en fait encore plus pour continuer à avoir l'admiration des autres. Et du coup, on évolue, on devient de meilleur en meilleur. Et puis un beau jour, il faut faire un choix professionnel. Quelle est ma voie? Est-ce que je vais devenir médecin? Non, je suis trop tête en l'air. Est-ce que je vais faire ci? Qu'est-ce que je fais mieux après tout? Dessiner. Et c'est pas vraiment une décision, ça vient tout seul. En plus, dans ma famille, j'avais un cousin germain qui avait choisi la même voie, qui a fait dessinateur. Et donc, lui est plus orienté vers, enfin à ce moment-là, vers des travaux plus publicitaires, mais il a rejoint la bande dessinée après. Et quelque part, voilà, j'ai suivi le mouvement, je suis devenu dessinateur sans même m'en rendre compte quelque part. Il faut quand même savoir que Benoît était professionnel à 18 ans dans la bande dessinée, donc il a été vraiment happé par le mouvement, mais bon, depuis tout petit. Vocation, il m'a parlé de... Mais oui, il est bien modeste, mais je pense que tu étais fait pour ça. Et son cousin dessinateur dont il parlait, Olivier Sèvres, me l'a fait rencontrer. On était sur un projet à ce moment-là, et Benoît est arrivé au bon moment, et à 18 ans, t'as plongé dedans, et tu t'es mis dans le métier du jour au lendemain. Et je trouve ça formidable. Enfin, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Benoît, parce qu'à 18 ans, déjà, tout quitter et dire je fais ça, c'est génial, quoi. C'est dangereux aussi. Oui, enfin bon. Moi, j'avais envie de raconter les choses.
j'étais amoureux fou de la bande dessinée, j'avais envie d'en faire moi-même tout simplement. Ce qu'il y a en général souvent, c'est que dans la famille, il y a toujours des gens qui sont quand même aussi un petit peu, pas du tout dans le milieu de la BD de mon côté, mais des gens qui avaient fait de la peinture, ou des choses pareilles, enfin bon, qui étaient un petit peu artistes. Et donc ça influence, on baigne quand même dans un truc où on a envie de faire aussi quelque chose. J'étais pas très doué en dessin, et je me suis dirigé très vite vers le scénario parce que j'avais envie de raconter des histoires, vraiment tout naturellement, tout simplement. J'avais envie de publier dans le journal de Spirou. Ça c'était vraiment l'obsession. Je voulais publier un jour dans le journal de Spirou, il fallait absolument que je fasse ça, et puis c'est tout. Après j'ai publié dans le journal de Spirou et dans d'autres choses, mais c'est vraiment presque un mon besoin. Donc, avez-vous déjà une idée pour la fin de cette BD? Je commence à répondre. Normalement, la réponse est pour lui. Mais je vais quand même dire quelque chose, c'est que quand on se lance sur un triptyque, on connaît la fin, plus ou moins. Il fut une époque très lointaine, je parle juste après-guerre, où les auteurs fabriquaient leur bande dessinée, je dirais la petite semaine pour remplir les journaux. Et grosso modo, on les inventait, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, et ça faisait évoluer une histoire petit à petit. C'est très vite devenu impossible. Et à l'heure actuelle, quand on présente un projet à un éditeur, il doit être totalement calibré de A à Z. Je dirais même que c'est difficile d'avoir la petite part de fantaisie qui permet de faire évoluer. C'est-à-dire que souvent, tout est tellement calibré que ça ne change plus. Et le plus difficile, en fait, c'est justement de garder cette ouverture qui va faire qu'un personnage secondaire, par exemple, qui bouge bien dans l'album, va pouvoir évoluer vers un rôle premier, ou que quelque chose qu'on croyait intéressant va pouvoir disparaître. Mais je dirais que c'est plus difficile de changer qu'un inverse. Oui, oui c'est ça. En fait, la fin, on la connaît. La manière d'y arriver, on la connaît dans les grandes lignes. Après, on prend les chemins de traverse qu'on veut. Et en fait, là, il y a quand même pas mal de portes d'ouverture vers plein de fantaisies. Ça, c'est sûr et certain. C'est notre manière de travailler. Et beaucoup écrivent les scénarios et les vendent, entre guillemets, à l'éditeur tel quel, pas à la virgule près. Le dessinateur arrive, il ne change plus de virgule. C'est comme ça. Je travaille notamment avec Zidrou et les scénarios sont écrits à l'avance, acceptés tels quels. Tout changement doit se discuter en tripartite avec l'éditeur de manière âpre. Et nous avons gardé cette espèce de manière de fonctionner qui nous laisse le libre choix, c'est-à-dire quand Vincent se dit j'ai vu ça à la télé hier, je vais l'introduire. Ou, question bien évidemment, ou écoute, on voulait dire ça, mais tout compte fait, ça perd un peu d'importance, tu ne trouves pas. C'est encore possible de le faire et c'est très riche de travailler ainsi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets des accidents heureux. Quand on raconte une histoire, on se dit il y a un personnage secondaire qui prend l'importance, et voilà, ça peut fortement influencer. Mais on le sent, effectivement, je comprends pourquoi Benoît parle de ça, moins aujourd'hui, parce que les éditeurs nous demandent de calibrer beaucoup plus le projet dès le départ, et ça bride un tout petit peu ce genre d'accidents. Mais bon, on s'en perdrait quand même, parce que comme je disais, on sait où on va, mais la manière d'y aller, là, on peut faire de gros changements. Par contre, on sait ce qu'on veut raconter pour les 3 tomes. On ne sait pas encore aujourd'hui si on pourra faire une nouvelle histoire de 3 tomes avec les mêmes personnages. Et ce qu'on va avoir comme discussion avec l'éditeur, c'est de savoir, avant de terminer le tome 3, si on pourra faire de nouveau 3 tomes ou pas. Parce que là, j'aimerais bien, non pas regarder sous le pied et garder des idées pour la suite, on va tout lâcher, mais la manière de terminer, soit je termine, soit ça induit quand même une suite où j'ouvre quelque chose. Et donc ça, j'aimerais bien quand même avoir la possibilité de terminer d'une autre façon, mais ça ne changera pas grand-chose par rapport aux idées qu'on a. Mais bon, voilà, ça c'est des choses, des discussions qu'on a avec l'éditeur. Voilà, il faut que vous le conseilliez à vos copains, qu'ils aient un dessus, pour que l'éditeur décide d'en faire 3 nouveaux. C'est ça en fait. Hein. Vous décidez, soit vous déconseillez et vous aurez la fin A, soit vous conseillez et vous aurez la fin B. Mais comme vous ne saurez pas quelle est la fin A, vous serez quand même frustré. Ou alors on les tortue pour avoir la fin 1 et ils seront obligés de faire la fin 2. Comme ça on connaîtra les 2 fins.
Non, je refuse. Je déteste être torturé. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Oui. Je me demandais pour les traits de caractère des personnages si vous êtes inspiré d'une réalité ou de connaissances, et aussi la relation que vous établissez entre les personnages, voir ce que vous pensez personnellement. Alors, je ne me souviens plus si on s'est vraiment basé sur des personnages, des gens qu'on connaissait ou quoi. Je n'ai pas souvenir de ça parce qu'à un moment donné, on sait qu'à part le truc, c'est notre personnage, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça fait de longues discussions entre Benoît et moi pour la psychologie des personnages, parce qu'on veut vraiment qu'ils soient bien typés et qu'il y ait une psychologie qui soit au moins suggérée, parce que dans une BD, ça passe très vite, les dialogues et tout ça, donc il y a une psychologie. Et on espère que les lecteurs complètent un petit peu aussi cette psychologie, parce qu'on doit vraiment suggérer des choses. Dans un roman, on peut y aller, on peut écrire plein de trucs. Dans une BD, on va être très rapide. Hein. Dans un film, une discussion dans un film qui dure 5 minutes, ça prend 40 pages de bande dessinée. Et donc, mais on essaie de pousser ça très fort, parce que c'est notre plaisir aussi, et qu'on pense que c'est vraiment important d'écrire des personnages avec vraiment d'intérêt, quoi. Hein. Il y a encore 20 ans, 30 ans, le personnage de BD était simplement des héros. Elle peut être très très développée. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Par contre, est-ce qu'on s'est basé sur des gens qu'on connaissait? Personnellement, en tout cas pas au niveau des castings, mais je me souviens très bien de la création des personnages parce que ma part de travail là-dessus est, je dirais, aussi importante, mais plus importante que celle de Vincent, dans le sens où j'ai le physique à créer avec. C'est la part qui m'incombe, et cette part de ce physique évolue avec ce que le personnage va raconter. Et du coup, je me rappelle du personnage de Boris qui était très difficile à doser. Il était impossible de trouver un physique qui allait avec ça, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que le caractère n'était pas était trop caricatural, n'était pas assez affirmé. Et il nous a vraiment fallu rentrer dans ce personnage, le pousser plus loin, le comprendre plus en avant, pour que enfin je m'aperçois cette grosse belle tête avec des mèches blond poussin, pardon, convenait parfaitement. C'est un physique qui n'aurait pas du tout convenu à la toute première version du personnage. Et c'est vraiment une évolution. On part d'une idée. Ah oui, il faut un rebelle, il faut un plus intellectuel et la grosse brute. Mais je dirais ça, c'est la manière de voir les choses des années 50. C'était des bonnes caricaturales. Oui, l'intellectuel, il y avait des lunettes. La grosse brute, il y avait un menton carré, etc. Ici, comme on est vraiment obligé de pousser plus loin, enfin, c'est un petit peu le but de la bande dessinée, les caractères, tout ça s'est fait avec lenteur. Vous avez votre caractère, parce que vous vous êtes forgé petit à petit. Les personnages, c'est un petit peu ça qui leur arrive. On part d'un postulat, oui, on va faire un plus comme ci, plus comme ça, mais à partir de ça, il y a une grosse évolution. Et même si on a introduit des éléments de personnes qu'on connaissait, elles se sont diluées, elles se sont fondues. Et donc, du coup, comme le disait Vincent, on se retrouve avec des personnages dont on ne sait plus trop si on s'est inspiré de quelqu'un ou pas. Ils sont devenus eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que le personnage de Boris, en réalité, physiquement, il n'a pas tellement changé. Il fallait juste qu'on adopte, qu'on s'y habitue et qu'on admette et qu'on adapte le caractère. Mais c'est clair que c'est certainement ce qu'il y a de plus long à mettre au point et le plus long à décrire et à développer petit à petit. Et qu'on développe encore plus fort dans le tome 2 parce qu'on le connaît mieux et qu'on s'y attache aussi. Parce que je sais que j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans des interviews, c'est qu'on doit avoir une véritable empathie envers pour ces personnages. On doit vraiment les aimer et aimer les animer. Et même ceux qui, à la limite, on n'aimerait pas parce qu'ils sont méchants, qui sont les mauvais par exemple, on les aime quand même. Il y a un véritable contact avec eux. Et tout ça, ça prend du temps, parce qu'on n'a pas un personnage du jour au lendemain. On ne peut pas.
il est étranger, on doit vraiment l'adopter petit à petit. Et donc ça vient aussi en faisant des pages. Au début, on ne les connaît pas encore tout à fait, même si on en a parlé pendant des heures et qu'on a pris des notes et qu'on a fait des fiches de caractères et tout ça, ça se décante encore dans la façon de raconter. Quelle que soit la BD que vous regardez, une série qui débute évidemment, vous apercevrez que les personnages ne sont pas les mêmes entre les premières et les dernières pages. Parce que précisément le casting de départ, qui est quelque chose d'un peu abstrait, va être digéré par le dessinateur. Ici, par exemple, toutes les premières pages de l'album, je dirais quand je suis arrivé à l'album, je suis revenu dessus pour retoucher les personnages et les réadapter à l'évolution pour qu'ils ne soient pas trop différents des dernières pages. Ils sont encore un peu différents, mais bon, voilà, il a fallu y revenir dessus parce que rien à faire. Une fois que l'image qu'on a sur une feuille de papier, qu'on a créée en tordant bien le ménage, commence à bouger, la main, mais aussi la vie du personnage le font évoluer, changer. Et du coup, on se retrouve avec des métamorphoses assez parfois impressionnantes entre une première page et une dernière page d'un album. Ce qui évidemment peut poser problème parce que le dessinateur, lui, 6 mois minimum pour faire son album, mais le lecteur, il va mettre 6 minutes pour passer de la première à la dernière page. Enfin, je caricature à peine. Et donc, cette métamorphose va lui sauter aux yeux. Ça pose un certain problème, mais à la fois, c'est une grande richesse. Parmi les protagonistes, quel est votre préféré? Je pense. Demande à tes parents si tu as des frères et sœurs, ils te répondront, mais je t'aime autant que tes frères et sœurs. C'est une question vraiment impossible. Impossible. En tout cas, dans le cadre de cette série-ci. Dans les démons d'Alexia, j'avais une ou deux préférences, effectivement. Mais ici, vraiment, j'en ai pas. Enfin, Benoît. Disons que j'ai plus de facilité à dessiner les personnages féminins. Donc je dirais, je préfère les personnages féminins, mais je parle au niveau agrément du dessinateur. Maintenant, au niveau affectif, par rapport à leur caractère, à leur existence, à ce qu'ils racontent, je suis exactement dans le même cas que Vincent, c'est-à-dire je n'arrive pas à avoir de préférence pour rester sur les personnages féminins. Par exemple, voilà, on a Ina qui est très jolie, qui est revendiquée comme telle, et on a Valérie qui est beaucoup plus quelconque, Madame Tout-le-Monde. Et en fait, je suis incapable de dire de ces deux personnages lesquels je préfère, mais vraiment incapable. Donc, je dirais même que cet agrément de dessin n'existe même plus à partir d'un certain moment où le personnage devient un être vivant qui devient attachant aux yeux à nos yeux, autant les uns que les autres, et même des personnages tels que le directeur. J'adore dessiner le directeur. Quand le directeur arrive, je suis content, même si c'est un sinistre imbécile. Je l'aime presque autant que les personnages, d'une certaine façon. Et il y en a quand même une qui a été choisie pour être sur la couverture. Oui, mais ça, la couverture... si, la couverture c'est nous, évidemment. Je dis la question parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Il y a forcément un personnage qui est arrivé en couverture. Une couverture, c'est une affiche de pub. Ça se retrouve au milieu de centaines de milliers d'autres couvertures qui dans une grande librairie comme celle-ci. Et généralement, ben voilà, c'est un premier tome, il faut accrocher l'œil. Et nous ne sommes que des êtres humains. L'œil est lui approché par une jolie fille que par un gros directeur avec une petite barbichette antipathique comme c'est permis. Donc forcément, le choix a été de prendre le personnage de la plastique la plus avantageuse pour faire la première couverture. La jupe est courte pour une école aussi traditionnelle. Oui. Mais On est témoin de le faire remarquer. Les uniformes, en fait, étant donné qu'il y a très peu d'écoles à uniformes en France et que nous voulions des uniformes, ont été inspirés des uniformes américains et japonais. Les japonais, les jupes sont encore plus courtes que ça, et ça je ne dis pas pour rire. Et les américains sont pas très longues non plus. Il suffit de regarder les Pom-Pom Girls dans les films, c'est pas excessivement courant, on va dire. Donc effectivement, dans l'imaginaire populaire, l'uniforme scolaire ressemble à ça, dû au manga, dû au film. Et donc voilà, nous avons suivi simplement
il n'y a pas de volonté particulière de quoi que ce soit. Ce personnage-là a été choisi aussi parce que c'est le personnage qui a des cheveux bleus et que c'était intriguant. Et donc elle avait un côté un peu rebelle parce qu'elle arrive, elle est quand même on est dans une école, elle est en uniforme et elle a des cheveux bleus. Donc il y a un truc un petit peu bizarre et ça c'était intéressant aussi. Il n'y a pas que la plastique ou quoi, c'est qu'on se dit tiens, c'est une fille qui est dans une école un peu stricte et tout, elle a les cheveux bleus, il y a un peu... un truc un peu étonnant là, donc ça c'est intéressant de mettre la couverture. Pour info, elle a les cheveux bleus pendant quelques pages, elle se retrouve en couverture, en deux albums, en couverture du deuxième avec des cheveux bleus, alors que la peinture dure quelques pages à peine. C'est vrai qu'en sur les Lucas, les gens qui demandent ce personnage-là, Benoît, disent avec les cheveux bleus, alors qu'on la voit très peu avec les cheveux bleus. Moi, j'ai une question. Bon, je l'ai lu à la sortie, donc je n'ai pas relu aujourd'hui. Mais si je me souviens bien, les 4-5 premières pages, on est 10 ans avant. Et donc, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres retours dans le temps, enfin d'autres retours en arrière après. Est-ce que, j'imagine qu'il y en a qui sont prévus, est-ce qu'il va y avoir plus de retours en arrière dans les prochains tours? Alors là, tu nous fais parler de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, parce qu'on a parlé en fait du thème, le rituel, de psychologie de personnage, de l'école, de toutes ces choses-là, ce qui est en réalité de ce qu'on veut vraiment raconter et tout. Mais il y a un mystère dans l'école, effectivement il y a un meurtre qui est raconté en flashback. Ça revient un tout petit peu, mais vraiment en flashback hyper rapide à la fin, où on rappelle ça, et où l'assassin du début revient plus âgé dans l'école. Et ça, effectivement, on va en parler dans le tome 2 et dans le tome 3, parce que ça, c'est vraiment ce que nous, on appelle le fil rouge, l'intrigue, le côté policier, évidemment, qui interviendra de façon plus présente ou pas, je ne vais pas le dire. En tout cas, ce sera dévoilé petit à petit, et tout ça a un rapport, évidemment, avec Bastien, qui ressort un petit peu comme un personnage malgré tout principal, dans le sens que je vais faire attention de ne pas dire des éléments du tome 2. Il débarque dans l'école et pardon, la clé de l'énigme, on le sait. il a la clé de l'énigme, puisqu'à la fin il est condamné, à la fin de l'album il est en tout cas il est désigné comme celui qu'on doit éliminer, et lui il ne le sait pas encore, évidemment, et il va devoir comprendre ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est le mystère de l'école. L'histoire de l'école. C'est bien cette question. Je me demandais, une fois que tous les livres seront finis, si vous aviez le projet d'en faire un film. Waouh! Quelque part, chaque auteur de roman, chaque auteur de BD se dit peut-être un jour j'aurai un film. Je crois qu'on ne construit pas une bande dessinée en se disant je veux en faire un film. La chance d'avoir un film, je dirais, passe par le succès. Que cette bande dessinée vende à 600 000 exemplaires, ça deviendra quelque chose d'envisageable. Mais quelle que soit la manière de raconter, quelle que soit l'intrigue, on n'en fera un film que si c'est apprécié. Et ce ne sera apprécié que si c'est bon, que c'est bon travail. Et même si ce n'est pas prévu pour le cinéma arrivera de toute façon à s'adapter à n'importe quel roman, à n'importe quelle bande dessinée, puisqu'une histoire reste une histoire. Mais oui, quelque part, il y a une espèce de rêve, mais plus parce que le film est le parangon du succès, la signature du succès, que pour le film en lui-même. En plus, je dirais, quand on fait un film, moi je travaille tous les jours à côté de Luc Batten qui dessine le Marsupilami, le cinéaste s'approprie le scénario et le dessinateur n'a tout d'un coup plus grand chose à dire. Les acteurs prennent leur rôle et quelque part on est dépossédé de son propre bébé. La machine qui s'embraye avec un film, ça se joue en millions d'euros.
Et l'avis du dessinateur, plus personne n'en a rien à faire. Les dessinaristes, peut-être un petit peu plus, mais à peine. Et quelque part, c'est quelque chose de douloureux, qu'on a envie et qu'on redoute à la fois. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, j'y pense à peu près jamais à ces trucs-là. C'est clair que si on nous propose une adaptation, oui, c'est quand même une belle reconnaissance, ce serait intéressant, mais j'y pense franchement jamais. Effectivement, on est obligé, vu la machine industrielle que le cinéma, de leur signer un chèque en blanc, ils payent les droits, ils prennent une licence là-dessus, et après on n'a plus rien à dire. Et donc ça, c'est vraiment terriblement décevant. Effectivement, on a déjà vu des gens être très frustrés par rapport à ça. Quand je vois le résultat moyen des adaptations, d'un point de vue purement artistique, je trouve pas ça génial en général. Il y a des trucs bien, ça me dérange pas qu'on le fasse du tout. Bon voilà, c'est pas mon fantasme. Par contre, il y a des bandes dessinées qui ont très peu de succès et qui sont adaptées quand même, parce qu'on voit que ce sont des bandes dessinées qui n'ont pas rencontré le succès mais qui ont un scénario intéressant, et les réalisateurs se disent ça vaut le coup. Et parfois même on ressort cette bande dessinée avec même un autre titre. J'ai vu une bande dessinée qui s'appelait Reed et qui est ressortie avec son titre du film qui est, je ne sais plus quoi, je l'ai vu dans les bacs là-bas. Et donc voilà, c'est une bande dessinée qui a eu un petit succès et qui est une très bonne bande dessinée. Et il y a la bande dessinée Charlie par exemple qui a jamais été un grand succès et qui a eu un film. Mais même chose, j'en avais parlé avec la dessinatrice, elle a dit on n'a jamais posé une question par rapport à ça. Moi, je n'ai pas pu intervenir, rien du tout. Il est sorti d'ailleurs le film tellement déformé par rapport à l'histoire de départ qu'il n'y avait plus moyen de reconnaître quoi que ce soit. Donc, ça peut être effectivement très frustrant. On va vous suivre peut-être de l'autre côté pour la signature. Si vous voulez bien nous faire un beau dessin dans la vitrine, je crois que Chloé vous a raconté. Et donc, que ceux qui veulent nous suivent. Merci beaucoup. Merci.